Bonjour, mon nom est Laurent Marcoux et aujourd'hui je vais vous présenter un extrait de ma conférence Comment briller. La conférence dure habituellement 45 minutes et s'adresse principalement aux entrepreneurs. Restez cohérent. Donc aujourd'hui, si on veut se vendre, si on veut présenter un produit ou un service à un client, je vous invite à respecter votre code personnel, c'est-à-dire ce qui vous permet de vous motiver au quotidien, c'est votre signature personnelle, c'est ce qui est en fait ce qui vous différencie des autres personnes sur la Terre. Donc, votre code personnel, vous pouvez le trouver en faisant de la psychanalyse ou en lisant plusieurs livres sur la recherche personnelle. Et puis, le code personnel, en fait, vous allez savoir que vous l'avez trouvé quand vous allez ressentir que ça correspond vraiment beaucoup à la définition que vous avez de votre identité. Donc, par exemple, si je suis un joueur de basketball, puis moi, toute ma vie, j'ai souhaité faire du basketball, puis depuis que je suis enfant, le basketball, pour moi, ça représente l'héroïsme. Mais peut-être que mon code personnel, c'est héros du basketball. Puis à ce moment-là, ce que je veux faire, c'est, dans toutes mes communications de vente, c'est de toujours rester cohérent avec ce code-là, parce que c'est ce qui me motive le plus. Donc, je voudrais avoir une effigie qui représente l'héroïsme. Je voudrais, dans la publicité, être représenté comme un héros du basketball. Si je développe une marque de souliers pour une compagnie, j'aimerais ça que ce soit un logo qui représente l'héroïsme, etc. Donc, on reste cohérent avec son code personnel, puis comme ça, on arrive à toujours se motiver à vendre. Donc, tu sais, rester cohérent, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui se tient, qui est logique. Le mot cohérent, ça veut dire rester logique avec soi-même. En termes de motivation, c'est intéressant au quotidien de respecter son code personnel parce que ça nous permet d'affronter des problèmes au quotidien puis de toujours se référer à une identité à laquelle on se reconnaît. Pourquoi les symboles? Bon, dans notre société, les symboles, ça occupe une grande place, que ce soit dans le langage, dans la publicité ou dans l'enseignement. On utilise souvent des symboles pour communiquer. Par exemple, le soleil, c'est un symbole religieux depuis le début de l'humanité, et puis c'est un symbole qui est reconnu un peu partout dans le monde pour signifier l'illumination et puis l'accès à la connaissance. Jordan Maxwell dit We are word and symbol processed. Nous sommes en fait des organismes qui répondent beaucoup aux mots et aux symboles. C'est ce qui nous permet de nous organiser. La superstition, la croyance fondamentale, le mythe fondamental, etc. Les humains sont des êtres qui s'organisent autour des symboles. Par exemple, si vous avez une superstition, vous allez probablement la représenter avec des symboles. Si vous avez une croyance fondamentale, comme ça peut être une croyance dans la religion, vous allez la représenter avec des symboles. Même chose si vous avez un mythe fondamental, vous allez chercher à le symboliser. Les sciences que sont l'anthropologie, l'ethnologie et la sociologie nous rappellent que les symboles sont fondamentaux dans l'expression de l'espèce humaine. L'exemple des souliers Nike. On peut dire que Nike est devenu un symbole dans la culture de la collection de souliers à New York, par exemple. Pour la culture de New York, en particulier auprès des jeunes, un soulier, c'est un peu l'équivalent de la voiture de luxe pour une autre personne dans la société. Donc, ma voiture me représente, mon soulier me représente. Le soulier devient un objet ostentatoire, c'est-à-dire que c'est un objet avec lequel on se présente comme pour signifier qu'on a plus de valeur que les autres ou qu'on a de la valeur dans la société. Comme symbole, le soulier Nike, c'est un symbole intéressant au point de vue de la compréhension des processus de vente, parce que c'est seulement comme symbole que le soulier est devenu un objet de prestige. C'est aussi en fonction de son utilité de soulier, mais on s'entend, on peut trouver des souliers de qualité qui ont pas autant de valeur qu'un soulier Nike, parce que Nike est devenu un symbole auprès de la société. L'accroche publicitaire. Donc, les humains, on a deux catégories de comportements. On a des comportements liés aux besoins et des comportements liés au désir. La pyramide de Maslow nous permet de comprendre qu'il y a une architecture, pas une architecture, mais une hiérarchie dans les besoins humains. Donc, c'est les besoins qui répondent le plus aux
aux fonctions biologiques fondamentales comme respirer, manger qui sont les plus importantes, tandis que les besoins liés à la reconnaissance sont ceux qui arrivent en dernier dans l'échelle de Maslow. Les désirs, quant à eux, on peut dire que les désirs qui sont les plus qui amènent les comportements les plus forts, c'est les désirs qui sont le plus liés à l'évolution de l'humanité puis à son succès dans son développement. Si on prend l'exemple, si je vous dis que je veux vendre une pomme, ben une pomme ça répond à un besoin vital, donc pour manger. Puis ça peut répondre à un désir. Par exemple, moi je désire faire une salade de fruits avec des pommes. Ben mon désir de faire la salade de fruits, c'est un désir qui est lié aussi à mon besoin évolutif d'être en société, de partager ma salade de fruits. Donc ici, besoin et désir peuvent être distingués simplement, par exemple, avec un exemple comme la pizza. Donc, la pizza, ça répond à mon besoin fondamental de manger, puis ça répond à mon besoin moins fondamental de partager de la pizza entre amis, de faire la fête un samedi soir, d'écouter le football. On a tous des schémas inconscients, c'est-à-dire des patterns ou des manières de penser inconscientes qui organisent nos idées. Ok, un schéma, c'est une organisation mentale de mots, d'images, de concepts qui nous permettent de clarifier puis de catégoriser un objet, un produit, un service, etc. Donc, si vous voulez vendre à quelqu'un, faut que vous adressiez à ces schémas, c'est-à-dire à la manière dont ils catégorisent l'information. On peut motiver le consommateur pour faire une vente. Donc, si par exemple mon consommateur, je me rends compte qu'il est pas motivé, qui est plutôt désintéressé par ma vente, je peux susciter l'intérêt du consommateur en lui rappelant ses besoins, en lui rappelant ses désirs, puis en suscitant chez lui toujours plus d'intérêt, en évoquant des mots comme vous avez faim, auriez-vous un besoin de manger présentement? C'est parfait, j'ai une pomme à vous offrir. Ben, on le dira pas de cette manière-là, mais le processus de vente veut amener le consommateur à se rendre compte de son besoin finalement. Donc on rappelle le besoin au consommateur, puis on veut le motiver. On peut aussi puiser dans les pulsions inconscientes du consommateur. Donc si par exemple vous avez un consommateur qui est un client qui est particulièrement bien habillé, probablement qu'il y a des pulsions inconscientes de bien paraître en public, des désirs inconscients de bien paraître en public. Donc, vous pouvez lui proposer un produit ou un service qui est cohérent avec ça. Vous pouvez aussi trouver les pulsions inconscientes de vos clients en faisant des focus group. Donc, vous allez trouver, par exemple, auprès de clients qui sont des hommes qui ont souvent des comportements à regarder la télévision qui sont pas les mêmes que les femmes. Puis on peut se rendre compte par exemple que les hommes vont accrocher plus sur les sujets sportifs parce qu'ils ont des pulsions de compétition. Donc par exemple vous voulez adresser les pulsions de compétition des hommes, ben vous pouvez les mettre dans une situation où ils sont appelés à rencontrer des défis ou à miser au jeu ou par exemple à se confronter un et l'autre, à avoir des compétitions un avec l'autre. Ben, je vous donne un exemple, si je veux vendre un produit sportif, je vais m'adresser à des hommes, puis je vais les mettre dans une situation de compétition un avec l'autre. Je vais mettre deux équipes, je vais les mettre un contre l'autre, puis je vais leur vendre l'idée de la compétition, puis ça va alimenter leur pulsion inconsciente, donc ça va les satisfaire à quelque part. L'étude du chien de Pavlov nous permet de comprendre que c'est possible d'activer des comportements comme la salivation chez le chien simplement en mettant un stimuli comme une sonnette à répétition sur une base coordonnée de sorte à ce que qu'il y ait un lien dans l'esprit du chien entre la nourriture puis la sonnette, le bruit de la sonnette. Les humains répondent aussi à des stimuli comme ça, donc vous pouvez répéter
des stimuli comme l'apparition d'une sonnette ou d'un signal d'alarme pour éveiller chez le consommateur un intérêt pour votre produit ou votre service. Concrètement, là, si on prend l'accroche publicitaire dans une vision globale, si moi je vends des souliers, donc le besoin de mon consommateur, c'est de se chausser. Son désir, c'est peut-être de bien paraître auprès de ses amis. Donc je vais vouloir que mon soulier soit élégant. Ensuite, les schémas inconscients, peut-être que mon client, dans son esprit, un soulier, ça s'achète seulement dans une boutique de souliers. Donc, je vais vouloir être présent dans la boutique de souliers, faire la publicité dans la boutique de souliers. Pour motiver mon consommateur, je vais peut-être lui présenter des images de souliers qui sont dégradés et puis qui sont moins en bon état que le soulier que je veux présenter. Puis je vais essayer de lui dire, de lui imprégner dans son esprit l'idée qu'il faut changer ses souliers à tous les 6 mois, par exemple. Je vais créer une habitude chez lui. Pour puiser dans les pulsions inconscientes de mon client, mais par exemple, je vais lui dire tu vas avoir l'air cool quand tu vas porter mes souliers, tu sais, tu vas avoir l'air d'une personne de qualité, d'une personne qui est à la mode. Puis en rapport avec le chien de Pavlov, je vais par exemple mettre une publicité à tous les 6 mois qui rappelle à mon client, c'est le temps de changer tes souliers. C'est le temps la nouvelle saison arrive, change tes souliers. Se démarquer du lot. Donc, savoir se démarquer du lot, c'est savoir se positionner puis comprendre qu'on a une proposition unique de valeur, qu'en anglais on appelle Unique Selling Proposition. Donc, c'est ce qui me distingue de la masse, c'est ce que j'ai à vendre que seulement moi je peux vendre ou que dans mon territoire de vente, il y a très peu de gens qui peuvent offrir. C'est pour ça que moi je rappelle aux gens souvent de compter sur leur code personnel, c'est-à-dire leur signature personnelle, pour offrir une offre de vente unique. Si par exemple, moi je suis une personne qui est extrêmement extravertie, qui est extrêmement bonne en communication, à ce moment-là, ça fait partie de mon image de marque. Et puis, dans mon offre de valeur, je vais vouloir incorporer le fait que moi je suis complètement bonne en communication, que je suis très persuasif. Ça fait partie de ce que moi j'ai à offrir qui est unique au monde. Par exemple, si ma force, c'est pas la communication, mais que ma force, c'est principalement par exemple, de faire rire les gens, parce que faire rire, ça aide à vendre, parce que ça apporte un sentiment de confiance. Durant mon offre de vente, je vais vouloir faire rire mon client, puis le fait de le faire rire, d'être humoristique, ça fait partie de ma proposition unique de valeur. Il y a juste moi, dans mon territoire de vente, qui est aussi drôle, qui est aussi intéressant pour mon client, puis ça lui apporte de la confiance. C'est important de savoir comment le client catégorise mon produit ou mon service, puis jusqu'à ma catégorie de mon domaine d'activité au complet. Par exemple, si je vends des souliers, encore une fois, est-ce que je vends des talons hauts? Est-ce que je vends des souliers réguliers? Est-ce que je vends des souliers pour la plage? Etc. Il y a plusieurs catégories de souliers disponibles sur le marché. Puis à ce moment-là, mon client il a le choix parmi toutes ces catégories-là, puis il veut m'identifier dans une catégorie. L'exemple suivant démontre qu'on peut catégoriser un produit selon, par exemple, le prix et puis la capacité de storage du produit. Là, si on prend un exemple d'un portefeuille, on peut avoir un portefeuille de grande qualité qui est donc à grand prix, mais qui offre pas beaucoup de rangement, ou au contraire, à très grand prix qui offre beaucoup de rangement, ou à petit prix qui offre pas beaucoup de rangement, etc. On peut aussi catégoriser notre produit ou notre service sur des axes. Donc, par exemple, est-ce que moi, je suis particulièrement sympathique ou est-ce que je suis particulièrement non sympathique? Ou encore, est-ce que j'offre un service plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes? Puis on se compare comme ça aux autres joueurs de notre marché. Par exemple, on trouve que telle entreprise est particulièrement adressée aux hommes et particulièrement sympathique. À ce moment-là, on va essayer peut-être de s'adresser aux femmes puis d'être particulièrement sympathique, mais de s'adresser à une autre panne
du public. On peut ainsi, là, avec différents axes, modéliser une vision du positionnement de la marque. C'est important aussi de vérifier l'histoire des tendances dans notre marché. Par exemple, on remarque pour les jouets, les jeux vidéo, qu'il y a différentes tendances. Donc, il y a des jouets qui s'adressent plutôt aux hommes célibataires, il y a des jouets qui s'adressent plutôt aux enfants, aux familles, etc. Puis il y a différentes tendances comme ça dans le marché qui se sont construites au fil des années. Puis on peut s'inscrire comme marque dans une lignée de tendances. C'est-à-dire dans une tendance, une lignée de développement de produits. Si par exemple, moi j'offre des souliers, encore une fois, est-ce que j'offre des souliers qui sont dans la tendance punk, par exemple, ou est-ce que j'offre des souliers qui sont dans la tendance classique BCBG? Lorsqu'on pense à se distinguer, on peut penser à la stratégie Océan Bleu. La stratégie Océan Bleu qui est issue d'un livre nous permet d'isoler les facteurs clés d'une vente ou les bénéfices qui sont apportés par une vente à un client. Fait que si par exemple moi je suis un coiffeur et puis j'offre tous les bénéfices suivants. Je fais la coupe, je fais le shampoing, je suis barbier et puis j'offre des teintures. C'est 4 bénéfices. Par exemple, moi je suis plus intéressé parce que je suis meilleur dans ce domaine-là à faire des teintures. Ben à ce moment-là, je suis en compétition avec d'autres personnes, d'autres coiffeurs qui font des teintures. Tandis que si j'avais opté sur être barbier, ben je serais en compétition avec beaucoup moins de coiffeurs. Comme ça, on peut remarquer qu'il y a certains domaines d'activité où la compétition est très forte sur certains bénéfices, comme la teinture, mais très faible sur certains bénéfices, comme être barbier. Mais c'est intéressant de développer une stratégie d'entreprise pour satisfaire des besoins dans des domaines où il y a moins de compétition. Enfin, c'est important de se demander est-ce que je suis visible puis est-ce que je suis adéquat. Quand je veux dire adéquat, là, je veux dire est-ce que je suis capable de répondre aux besoins émotionnels puis aux besoins de communication de mes clients. C'est-à-dire, à l'heure de la communication sur Internet, par exemple, est-ce que je parle le langage Internet? Est-ce que j'utilise les codes du web? Est-ce que je suis adéquat? Donc, est-ce que je remplis des besoins sur les réseaux sociaux d'aider les gens à socialiser? Faut comprendre qu'il y a plus de 3000 publicités par jour que les clients remarquent dans nos sociétés contemporaines. Les femmes font plus de shopping que les hommes puis ont plus d'influence dans les décisions d'achat. Aussi, il faut savoir que chaque domaine d'activité a son propre code marketing, ses propres manières de procéder dans le marketing. Par exemple, si on reprend les souliers, la tradition veut que on vende un soulier dans une boîte à souliers. Bon, c'est l'évidence même. Sauf que comme marque, on peut se distinguer en allant à l'encontre de ce code marketing-là ou en étant hyper cohérent avec ce code marketing-là. Puma a récemment fait une boîte à chaussures qui est écologique. Donc, c'est une manière de se distinguer tout en restant dans ce code marketing-là. Enfin, il y a des stéréotypes, il y a des schémas mentaux chez nos clients. Puis pour satisfaire leurs besoins, on peut tout simplement se présenter comme étant stéréotypé. On peut se présenter comme étant hyper cohérent avec leur vision de ce qu'est un vendeur dans notre domaine d'activité. Coachingdevente.com, c'est un site web qui vous présente des trucs et astuces pour la vente. Et puis, comme coach en technique de vente, je peux vous aider à construire votre pitch de vente et puis développer vos attitudes en vente. Je vous invite à visiter le site web coachingdevente.com. coachingdevente.com